Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À Boké se tient le premier conseil préfectoral. Les cadres de la préfecture ont parlé de développement durable, mais il faut pour cela mobiliser les ressources nécessaires. Les sociétés minières évoluant dans la zone sont sollicitées. Mohamed Sankon. Boké change positivement de visage depuis la délocalisation ici en 2011 de l'an 54 de la souveraineté nationale. Les fils résidents et ressortissants de Kakandé veulent pérenniser l'acquis et surtout augmenter le nombre d'infrastructures sociales et de développement dans la paix et la quiétude sociale. D'où la création à Boké d'un conseil préfectoral de développement à l'image de ceux des autres préfectures minières du pays. Ce qu'on demande aux compagnies minières, première des choses, c'est de respecter le code minier, de payer les 0,4% qu'on appelle taxe sur le chiffre d'affaires. Maintenant, les autres processus de contribution au développement local vont se discuter. Cette première session du Conseil préfectoral de développement de Boké aura également enregistré des communications sur la mobilisation des ressources, le renforcement des capacités des services déconcentrés, l'impact de l'exploitation des ressources minières sur l'environnement et les questions juridiques. L'essentiel, c'était de mettre en place ce comité préfectoral du développement qui prendra son cheval de bataille pour rencontrer les autorités minières pour que les 0,4% qui doivent être affectés à nos collectivités puissent être une réalité. La rencontre devrait aboutir demain à l'adoption des recommandations qui devraient être un bréviaire pour engager le développement de la préfecture. Je précise que les travaux de ce conseil préfectoral viennent de prendre fin. Ebola, on fait le point sur l'épidémie. Il y a eu cette traditionnelle conférence hebdomadaire de la commission de riposte. Les cadres relèvent quelques petits soucis dans la mise en pratique de leur stratégie d'éradication. Ils parlent notamment d'un problème de logistique. Mais bonne nouvelle, la mise en place vendredi par décret d'une coordination nationale de riposte à Ebola. Adia Toubari, Marie-Angélique Bangoura. 826 cas, dont 534 décès survenus, c'est le bilan de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, selon les autorités sanitaires. Au cours de cette semaine, Kerouané et Koya viennent s'ajouter aux préfectures qui continuent à notifier des cas de contamination. À la date du 4 septembre 2014, le nombre de cas hospitalisés dans les différents centres de traitement sont à Guékédou 67 cas, dont 44 cas confirmés. À Conakry, 36 cas, dont 23 cas confirmés. Ce qui fait un total de 103 patients hospitalisés, dont 67 cas confirmés et 36 cas suspects dans les centres de traitement. Malgré les nombreuses actions de riposte à Ebola mises en place par le gouvernement et les partenaires, des défaillances sont enregistrées. Tout récemment, vous avez constaté que notre temps de ramassage, même des corps dans la ville de Conakry, parfois il y a des retards qui partaient jusqu'à 24 heures. Donc ce qui est dû au problème de carburant, de logistique sur le terrain. Et dans la gestion de données, nous avons des problèmes de même matériel informatique. Et en plus, dans nos centres de traitement que nous voulons mettre en place, il y a des problèmes d'éclairage qui se posent. Donc voilà un ensemble de problèmes qui a été pris en compte dans le plan accéléré de contrôle de cette épidémie et qui doit être solutionné. La lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola implique aussi l'apport de partenaires internationaux, parmi lesquels on cite l'OMS, MSF et CDC Atlanta qui évoluent déjà sur le terrain. Pour renforcer davantage leur exploit dans la lutte contre cette épidémie, une nouvelle équipe d'experts français arrive en Guinée. L'aide à la formation, il faut faire très vite. Elle a déjà commencé cette formation, elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. L'aide également à la gestion des stocks, au transport, à la répartition du matériel, et puis l'aide et le conseil en épidémiologie et en infectiologie. À travers un décret, le président Alpha Condé met en place une cellule de coordination nationale de riposte à Ebola. Elle a pour mission d'accélérer les mesures de riposte sur le terrain en vue de réduire les risques de propagation de cette maladie. Alors cette situation d'Ebola a quand même un impact non négligeable. La fermeture des frontières, notamment avec le Sénégal, a permis d'inonder les marchés en produits locaux. Une situation vue différemment. Les consommateurs sont aux anges, les commerçants rognent. Les deux tendances dans ce reportage de Fodé Camara. À
Conakry, Madina Wambele est l'un des plus grands centres de négoce des produits alimentaires made in Guinée, mais aussi le meilleur thermomètre pour évaluer l'impact de la fièvre hémorragique à virus Ebola sur le panier de la ménagère. Ici, depuis que certains États voisins comme le Sénégal ont décidé de fermer leurs frontières avec la Guinée, le prix de quelques denrées, comme le haricot, est ensuite libre. Le prix a baissé. Avant, le kilo se vendait à 25 000, aujourd'hui à 18 000. En plus des fruits qui inondent le marché, quelques tubercules comme les pommes de terre ne sont pas à l'abri de la baisse des prix. Une belle affaire pour les ménagères. Avant, on achetait un tas de pommes de terre à 5 000 francs guinéens. Aujourd'hui, à 2 000 francs. Si ça reste en Guinée, on peut bien manger à des prix abordables. Si c'est exporté, tel n'est pas le cas. Même le poisson, on devrait interdire son exportation pour soulager les femmes. Les vendeuses de pommes de terre ont un avis contraire. Le marché national a du mal à absorber ces pommes de terre du label Belle de Guinée, cultivées principalement à Tindimadina. Aujourd'hui, le sac de pommes de terre, on vendait aux 80 000 francs. On a payé au village 75 000 frais. Le frais, le transport, tout, on a perdu un sac à 15 000 francs. 80 000 aujourd'hui le sac de pommes de terre à Madina. Avant c'était combien? Avant on peut gagner à 100 000, mais aujourd'hui c'est 80 000 francs. Depuis l'annonce de cette maladie, le prix des sacs de pommes de terre est en baisse. Et nous souffrons beaucoup, car c'est avec cette vente que nous parvenons à satisfaire les besoins de nos familles. Au ministère de l'Agriculture, compassion et solidarité sont les maîtres mots pour tous les producteurs touchés par les effets de la fièvre hémorragique à virus Ebola sur toute l'étendue du territoire national. Nous jouons la solidarité. On nous a signalé les méventes font qu'il y a une baisse drastique des produits, des prix, n'est-ce pas? Donc, ça impacte le producteur. Le consommateur pourrait peut-être éventuellement s'en réjouir lorsqu'on parle des pommes de terre dans les magasins de Conakry. C'est possible que les prix baissent, mais pour autant, ça va compromettre les saisons prochaines. Si le producteur n'a pas les revenus escomptés, ça ne lui permettra pas d'emblaver les superficies qu'il pourrait prévoir. Donc, et au niveau de la rentrée scolaire, la baisse de revenus, les méventes vont toucher forcément les familles agricoles, c'est sûr. Principale zone de production affectée, le pôle G, Gekedou, Kisedougou, Massanta. Ce grenier du sud du pays, épicentre de la fièvre hémorragique à virus Ebola, est au cœur des recommandations de la concertation sur la filière riz en vue de contribuer à mettre en branle une stratégie pour freiner la chaîne de propagation. Ce combat pour l'autosuffisance alimentaire, un groupement paysan le poursuit dans la sous-préfecture de Koba-Mieux. Le groupement allie agriculture et reboisement dans le district de Bounet, deux activités que la structure Albarka estime indissociables dans la mise en valeur de Dame Nature. Reportage à Koba de Kerna Ousmane Diallo. Soribinta Diallo est la présidente du groupement Albarka dans la sous-préfecture de Koba. Avec 24 autres cultivateurs, elle s'investit depuis 2007 dans la promotion des activités agricoles. Sur cet espace, son groupement cultive l'arachide. Ici, elle compte récolter une soixantaine de sacs de graines oléagineuses attachés à la terre. Elle dit tirer de là l'essentiel de ses revenus. Nous avons décidé de travailler ainsi chaque année. Nous cultivons de l'arachide, la patate, le manioc, bref, tout ce qu'on peut obtenir en cultivant. Ce pour aider le pays à aller de l'avant. Son courage et ses multiples initiatives dans le domaine agricole lui valent aujourd'hui le soutien du programme d'appui aux communautés villageoises. À l'autre bout de son village, sur 12 hectares, des plants de mélina et d'acacia major ont été reboisés. Ces actions pratiques sur le terrain font aujourd'hui du groupement Albarka un modèle de réussite. La gestion du programme de reboisement est confiée à l'époux de Soribinta, spécialiste des questions environnementales. Nous avons fait le reboisement de 4 hectares en mélina, 2 hectares en acacia major. Ça, c'est pour le groupement. Avec la coopérative, nous avons mis 12 hectares et demi, dont l'acacia major, et le mélina et l'Abyssinia au bord de la mer. Le groupement Albarka appartient à la COPALC, coopérative agro-pastorale l'enfermement de Koba. Elle doit sa réussite
en grande partie à cette organisation paysanne, l'une des plus importantes de la sous-préfecture, avec plus de 350 membres. C'est une fierté qui me dépasse et je remercie l'autorité qui est le président de la République qui nous a sensibilisés de faire ces exemples, lutter contre la famine et faire l'autosuffisance alimentaire en République de Guinée. L'agriculture est la principale activité dans la sous-préfecture de Koba. Cette localité est considérée comme un des greniers agricoles du pays et la formation des groupements et coopératives apparaît comme une solution pour booster le développement agricole. Parlons toujours d'agriculture. Un des soucis pour le monde paysan, c'est le charbon bactérien. Il attaque assez rapidement les champs de maïs. Les récoltes de Mamadou Lamarana Keïta, par exemple, sont menacées. Mais qu'est-ce que le charbon bactérien? Comment se développe-t-il? Les éléments de réponse dans ce reportage de Balayombono et Mohamed Souba. De façon un peu bizarre et cueillie dans ce petit champ appartenant à Mamadou Lamarana Keïta. Le cultivateur qui a du mal à comprendre le phénomène donne une interprétation à la chose. J'ai vu le maïs là, j'ai remarqué ces genres de choses, j'ai dit ah ça c'est miraculeux, je ne peux pas crier ça. J'ai gardé pour informer l'opinion nationale pour qu'on sache qu'est-ce que ça veut dire. À l'Institut de recherche agronomique de Guinée, le maïs serait atteint du charbon bactérien, une maladie qui s'attaque aux céréales, mais très peu connue des agriculteurs. Ça s'appelle le charbon bactérien. Elle n'est pas très fréquente, elle n'est pas très répandue, elle n'est pas régulière dans nos cultures. Elle peut attaquer les céréales en général, le riz, le sorgho, le maïs comme vous le voyez maintenant. Mais les attaques sont sporadiques, c'est-à-dire spontanées. Il ne peut pas attaquer plusieurs plants à la fois dans une parcelle. Mais il peut arriver que vous ayez 3 à 4 pieds qui soient attaqués déjà par la maladie. La méconnaissance de cette maladie pourrait susciter d'autres interprétations contraires à la réalité. Il est donc temps de prendre des mesures nécessaires pour éviter sa propagation. La ministre de l'Industrie rentre de Thiès au Sénégal. Elle y est allée pour s'imprégner de l'expérience sénégalaise dans la transformation des céréales. Une sortie fructueuse puisque la ministre revient avec des projets. Elle compte notamment mettre en place des plateformes de transformation. Écoutez-la, elle est au micro de Alcénie Pascaldine. Nous sommes émerveillés par tout ce que nous avons vu et notre conviction renforcée, notre motivation également renforcée de réaliser cette plateforme chez nous. Nous avons comme programme de réaliser 800 plateformes à travers la Guinée. Hier, les femmes souffraient de peines ménagères, aujourd'hui, grâce à la plateforme, les travaux sont allégés et cela permet de passer à autre chose. Tout ce que nous avons vu, nous repartons avec une expérience. L'expérience qui est là va vraiment nous guider dans ce que nous envisageons de faire chez nous. Le ministère de l'Environnement poursuit son offensive dans le cadre de la restauration du couvert végétal. La ministre Adjakadia Tundiaï était sur le terrain pour prendre des nouvelles de l'opération Ceinture Verte. Pour l'étape de la baie, 75 hectares ont été reboisés autour du barrage de Touri. Mamad Alpha Baldé. Il est construit en 1998. Le barrage de Touri est la seule infrastructure de fourniture d'eau potable pour la ville de l'Abbaye. Il a une capacité d'1 million de mètres cubes. Pour maintenir la santé de son cours d'eau, 75 hectares sont reboisés sur 5 km le long de la rivière ces dernières années. L'objectif ici, c'est de réaliser tous les périmètres de protection sanitaire autour du barrage, puisque quand ça a été fait, cela n'avait pas été réalisé. Ce qui a avancé, puisqu'on a un total de superficie reboisée équivalent à peu près aux 75 hectares, aujourd'hui tout le barrage a été reboisé, avec des réalisations d'infrastructures dans les villages voisins, celles de latrines publiques, de lavoirs, mais aussi des abreuvoirs pour les animaux, afin d'éviter que les gens viennent au barrage pour se servir à cause de la pollution.
Pour cette année, des dizaines de plantes d'acacia manjum et gravilia commencent à pousser du sol. Ces nouveaux plants viennent renforcer cette jeune forêt. Piloté par l'ONG Échange Éco-Développement, ici les travaux sont exécutés avec précision, notamment le choix des plants. L'acacia manjum et l'acacia auriculaeformis, ça c'est des espèces qui grandissent très rapidement. On les appelle d'ailleurs, c'est des essences à croissance rapide. Donc on a préféré, parce que c'est une zone dénudée, nous avons préféré les utiliser ici pour couvrir rapidement le sol. Si un tel travail de reboisement n'est pas fait, il y aura plusieurs conséquences. On a l'érosion, mais aussi même l'approvisionnement de la nappe phréatique pour la continuité de ce barrage. À l'ABE, le ministère en charge de l'environnement et les ONG spécialisées dans sa protection entendent œuvrer pour le maintien de l'écosystème et contribuer à la lutte contre le changement climatique. La relance du secteur artisanal au cœur des préoccupations du ministère de tutelle. Les cadres du département viennent d'entamer une tournée dans quelques ateliers de couture de Ratoma et Kaloum. Le secteur a des besoins dont il faut tenir compte. Et le ministre promet d'apporter un coup de main aux acteurs de cette filière. Aziz Baldé, Algassimoba. À Ratoma, le ministre Tatavieux est venu échanger avec les responsables des ateliers de couture pour toucher du doigt les difficultés du métier. Depuis 1983, je suis dans ce métier. On n'a jamais eu la chance comme ministre de prendre courage et nous rendre visite, surtout dans nos ateliers. Parce que tout le monde sait que les artisans, c'est les plus pauvres de la population. Cette fois-ci, nous comptons sur le gouvernement pour nous aider à avoir les équipements. Excellence, Monsieur le ministre, les artisans de la commune de Ratoma sollicitent auprès de vous et de vos partenaires nationaux et internationaux la construction d'un village artisanal dans notre commune, la mise en place d'une ligne de crédit pour les artisans nationaux avec un taux de remboursement faible. De Taouya, direction le quartier Béanzin dans la commune de Matoto. Ici, Moussa Kondé s'est longuement entretenu avec l'Union nationale des professionnels du cuir et des peaux de Guinée. Il a aussi rencontré les artistes décorateurs traditionnels dans la commune de Matam. La visite suscite assez d'espoir chez les acteurs du secteur. Sincèrement, nous attendons de lui beaucoup de choses et nous sommes sûrs que M. Tatavieux était quelqu'un qui pourra vraiment nous satisfaire. Le ministre a également côtoyé le groupement des femmes artisanes Foire Guinée, un groupement qui s'affirme dans la saponification et dans la teinture. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le comble. Il faut reconnaître une chose, c'est que l'artisanat est le secteur qui est très très grand. C'est un secteur très grand. C'est un secteur qui a une population active de 43%. Et si nous prenons l'artisanat dans le général, dans la globalité de la population guinéenne, l'artisanat occupe 63% de la population guinéenne. Et c'est pour cela que notre politique, c'est comment faire pour aider cet artisanat. C'est comment faire pour que cet artisanat sorte de l'ornière. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, parce qu'il faut aller vers le bas peuple. Il faut aller constater sur le terrain qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui n'est pas là. Et ces artisans sont restés longtemps pour compte. Et maintenant, le professeur Alpha Condé nous a demandé d'aller vers eux et de comprendre leurs problèmes et mieux de les aider. L'association guinéenne des chaudronniers et la coopérative du marché Niger dans la commune de Kaloum ont aussi échangé avec le ministre sur leurs exploits et les difficultés. Partout, Moussa Tatavieux a reçu des mains d'un artisan des produits de leurs efforts. Toutes choses qui symbolisent la collaboration franche entre le ministre de l'Artisanat et les acteurs de terrain. On va prendre des nouvelles de la Blue Zone de Kaloum, un véritable succès. 5000 abonnés déjà, beaucoup de jeunes viennent pour le sport, d'autres pour la lecture. Et puis la jeunesse de Kaloum est en train de relever un défi. La Blue Zone est pour l'instant bien entretenue. Mamadou Alpha Baldé. Les étoiles de Boulbiné et Gianni Alpha sur scène à la Blue Zone de Kaloum.
Elle célèbre ses 5000 abonnés. Depuis son ouverture au public, la Blue Zone est la cible privilégiée des jeunes de la capitale. Roger Bilivogui est la 5000e personne à avoir sa carte d'abonnement. À partir d'aujourd'hui, moi-même, j'engage pour encourager les jeunes, c'est-à-dire qui n'ont pas l'intention de venir là, de les encourager de venir. Car Blue Zone, c'est tellement bon et c'est un complexe sportif très agréable. Premier du genre en Guinée, la Blue Zone propose divers services à ses abonnés. Plusieurs activités, dont le sport, y sont quotidiennement pratiquées. 5000 abonnés en 2 mois, donc pour nous c'est une joie qu'il y ait 5000 personnes qui s'intéressent déjà à cette Blue Zone. Ils viennent parce que tout simplement on leur donne un cadre sécurisé pour faire du sport, un cadre pour se connecter sur internet, un cadre pour se rencontrer et ne pas être dans la rue. Avec le succès de cette première Blue Zone de Kaloum, des centres de ce genre devront être ouverts dans les autres communes de Conakry. Objectif, offrir un meilleur cadre de divertissement à la jeunesse guinéenne. Déjà 5000 jeunes abonnés. Parlons d'assainissement. Les jeunes de Bonfi se donnent 2 semaines pour assainir complètement leur quartier. Une vaste opération coup de balai a été lancée ce week-end. L'initiative est financée par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement. Moussa Bangora. C'est une nouvelle campagne de 2 semaines qui est lancée. Elle consiste à débarrasser le quartier Bonfi dans Matam des tas d'immondices. Le projet est piloté par l'ONG World Brothers en synergie avec Carbone Guinée. Plus de 100 jeunes sont recrutés pour assainir et curer les caniveaux. Nous, on a le balai à main. Nous voudrons la propreté. Quand vous entendez l'hygiène, c'est les femmes. Et quand vous entendez les femmes, c'est les enfants. Si vous entendez les enfants, c'est nos hommes. Donc tout le monde est derrière nous. L'hygiène publique est l'affaire de tous, reprend vie ici. Bonfi veut relever le défi en termes de propreté parmi les quartiers de Conakry. Les élus à la base encouragent ces jeunes à respecter les mesures de prévention après le travail. Ensemble, assainissons. Les jeunes de Conakry sont debout. Que de curage, que de nettoyage, que d'embarquement, que de lutte contre la maladie. Et nous vous saluons. Dans cette dynamique, plusieurs maladies liées à l'insalubrité seront vaincues en cette période de grandes pluies. L'opération est financée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Religion pour dire qu'une centaine de fidèles catholiques viennent d'effectuer un pèlerinage international, un exercice qui les a conduits sur les traces de la Vierge Marie, occasion pour ces pèlerins de faire des prières de paix et de bonne santé pour tous les Guinéens. Saint-Martin Francis Madouno. À Lisieux, les pèlerins catholiques de la Guinée découvrent la vie de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus et de Sainte Face. C'est le 2e lieu de pèlerinage de la France après Lourdes. Chaque année, l'endroit accueille près d'1 million de pèlerins et touristes du monde. Ici, ces marcheurs visitent la chasse de Sainte Thérèse et ils prient en la cathédrale Saint-Pierre où Sainte Thérèse a reçu la grâce de comprendre sa vocation missionnaire. Sainte Thérèse, c'était une petite sainte, mais qui a fait de très grandes choses, qui avait une vie courte, mais elle a rempli sa vie parce qu'avec des petits mots, vraiment, elle a réussi à propager le bonheur autour d'elle. À l'âge de 4 ans et demi, Sainte Thérèse perd sa mère, son père Martin et ses 4 sœurs vont jouer un rôle important dans son éducation. Ici, Sainte Thérèse a aussitôt décidé d'aller au Carmel en 1888. Le lieu est baptisé monastère des Carmélites. Réussi à intégrer ce milieu, Sainte Thérèse a consacré toute sa vie à Dieu. Malgré la tuberculose qui l'a plongée dans la nuit de la foi, Sainte Thérèse a su affirmer avec passion sa confiance en l'amour miséricordieux de Dieu. Une source d'inspiration pour ces marcheurs qui sont à la suite de la Vierge Marie. Nous sommes invités à suivre le Christ et à témoigner de lui partout où nous sommes. Que par l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nos intentions puissent trouver grâce aux pieds de Dieu en ce lieu sacré et saint.
À sa mort en 1897, Sainte Thérèse lègue au monde le message de confiance et d'amour de Dieu. Les pèlerins catholiques de la Guinée, étant sur le chemin d'espérance et de sainteté, ont prié pour la paix, l'unité nationale et la prospérité du pays. Sport enfin pour signaler que le handball guinéen aussi a ses professionnels désormais, deux jeunes dames, Maïmouna Sissé et Fatoumata Souma, pas très connues. Elles viennent de signer en France au sein du club Mantes-la-Jolie. C'est ce week-end qu'elles ont regagné Paris pour la reprise du championnat. Mais qui sont-elles? Suivez ce reportage d'Ibrahima Souri Fofana. Après plusieurs semaines d'incertitude, de supputation et de contre-vérité sur leur départ pour le club parisien Mantes-la-Jolie, nos deux handballeuses, Maïmouna Sissé et Fatma, ont effectivement quitté Conakry ce week-end pour le championnat français où elles comptent rapidement se faire remarquer pour avoir fait plusieurs stages au compte de la Fédération guinéenne de handball. Je suis comblée de joie. Vraiment. Franchement, je ne sais pas quoi dire, les mots me manquent. Et il faut que remercier la Fédération guinéenne. C'est tout. Je suis illettré, je vendais au marché Avaria, mais à cause de mon amour pour le handball, j'ai pu décrocher ce contrat. Je remercie la Fédération guinéenne de handball et son président Mamadou Païtama. Demain s'ouvre à Casablanca, c'est au Maroc, le Forum économique Guinée-Maroc. Une forte délégation guinéenne conduite par le Premier ministre doit prendre part donc à ces 2 jours de rendez-vous. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.